Vladimir Poutine. Plus qu'un président, une énigme vivante. Un visage de marbre, un regard qui ne trahit rien. Qui est vraiment l'homme qui règne sur le plus vaste pays du monde? Est-il le sauveur providentiel qui a relevé la Russie de ses cendres post-soviétiques? Ou le maître espion implacable qui a méthodiquement étouffé la démocratie naissante? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Non pas seulement à son arrivée au pouvoir, mais bien plus loin, dans les rues grises de Leningrad, où le jeune Volodya a appris sa première leçon. Dans un monde hostile, seuls les forts survivent. Cette conviction, forgée dans la dureté de l'après-guerre soviétique, deviendra la pierre angulaire de toute son existence et de sa vision politique. Il n'est pas seulement un produit de son époque, il est l'incarnation d'une volonté de revanche sur l'histoire, une revanche personnelle et nationale. Chaque décision, chaque regard, chaque silence calculé est une pièce d'un puzzle complexe que le monde s'efforce de déchiffrer depuis plus de 2 décennies. Né en 1952, dans un appartement communautaire, rien ne le prédestinait à diriger le Kremlin. Mais une ambition féroce le consume. Il se tourne vers l'institution qui incarne la puissance et le secret, le KGB. Formé à l'école du renseignement, il est envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est. C'est là, en 1989, qu'il assiste, impuissant, à l'effondrement du mur de Berlin et à la désintégration de l'Empire soviétique. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. Pour lui, c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Cette expérience forgera sa vision du monde, une méfiance profonde envers l'Occident, perçu comme un prédateur, et une obsession pour la restauration de la grandeur russe. De retour dans une Russie en plein chaos, il navigue avec une habileté redoutable, dans les eaux troubles de l'ère Eltsine, gravissant discrètement les échelons du pouvoir. Nommé Premier ministre en août 1999, il se présente comme l'homme de l'ordre face à la corruption et à l'anarchie. La seconde guerre de Tchétchénie, brutale et décisive, le propulse au sommet. Il incarne la fermeté et la restauration de l'autorité de l'État. Une fois président, son programme est clair. Restaurer la verticale du pouvoir. Il s'attaque d'abord aux oligarques qui avaient empillé le pays et contrôlèrent la politique. L'affaire Khodorkovsky est un avertissement pour tous. Soit vous êtes avec le Kremlin, soit vous êtes contre lui. Il n'y a pas de milieu. Parallèlement, il prend le contrôle total des médias, transformant la télévision en un puissant outil de propagande, façonnant une réalité alternative pour des millions de Russes. Toute opposition est systématiquement marginalisée, réprimée, voire éliminée. Le message est clair. La stabilité, telle que définie par le Kremlin, prime sur la liberté. La démocratie devient un concept géré, une façade contrôlée pour maintenir l'illusion du choix, tout en assurant la pérennité du régime. Depuis plus de 20 ans, il tient la Russie d'une main de fer. Ancien espion du KGB, stratège redouté. Son passé d'agent secret n'est pas un simple détail biographique, c'est l'ADN de sa politique. Il pense en termes d'opération, de coups d'avance, de guerre hybride. Il sait que la force ne réside pas seulement dans les chars et les missiles, mais aussi dans la désinformation, la cyberguerre et la manipulation psychologique. La guerre en Géorgie, en 2008, a été un coup de semonce, une ligne rouge tracée face à l'expansion de l'OTAN. L'annexion de la Crimée en 2014, une opération chirurgicale menée avec une efficacité redoutable, a montré au monde sa capacité à exploiter les failles et l'indécision de ses adversaires. Son intervention en Syrie a non seulement sauvé le régime de Bachar el-Assad, mais a surtout réinstallé la Russie comme un acteur incontournable au Moyen-Orient, humiliant au passage les stratégies occidentales. Chaque action est une démonstration de force, un message envoyé à Washington et à Bruxelles. La Russie est de retour, et il faudra compter avec elle. Mais toutes ces actions, aussi spectaculaires soient-elles, ne seraient que des préludes, des pièces déplacées sur un échiquier global en préparation d'un coup final. En 2025, un plan discret, presque invisible, serait en marche. Un plan mûri pendant des années dans le secret du Kremlin. Il ne s'agit plus seulement de réagir aux actions de l'Occident, mais d'imposer son propre agenda, de dicter les termes de l'avenir. Ce plan repose sur plusieurs piliers. D'abord, une supériorité militaire ciblée, avec le développement d'armes de nouvelle génération que l'Occident peine à contrer. Ensuite, une stratégie de forteresse Russie, visant à la rendre invulnérable aux sanctions économiques en renforçant son autonomie et ses alliances avec des puissances non occidentales. Enfin, une offensive idéologique permanente utilisant tous les leviers d'influence pour fracturer les sociétés occidentales, exacerber leurs divisions
et saper la confiance dans leurs institutions démocratiques. L'objectif ultime, mettre fin à l'ère de la domination américaine et instaurer un nouvel ordre mondial multipolaire, où la Russie retrouverait sa place de grande puissance respectée et crainte. Un plan qui pourrait redessiner la carte du monde et bouleverser nos vies. Car si ce plan réussit, les règles du jeu international telles que nous les connaissons depuis la fin de la guerre froide pourraient voler en éclats. Les alliances seraient remises en question, la sécurité énergétique menacée et les fondements de nos démocraties ébranlés. L'énigme Poutine est sur le point de livrer sa réponse, et le monde entier retient son souffle, se demandant si l'ancien espion de Dresde est sur le point de prendre sa revanche finale sur l'histoire. 1952. Leningrad. Poutine grandit dans un petit appartement communautaire. Il rejoint le KGB en 1975. Pendant 16 ans, il apprend à manipuler l'information. Les années 90, l'URSS s'effondre. C'est le chaos. Eltsine démissionne. Poutine s'installe au Kremlin. Il ne le quittera plus vraiment. Pour comprendre la stratégie de Vladimir Poutine, il faut remonter à la source de sa formation. Loin d'être un simple politicien, Poutine est avant tout un officier du renseignement, façonné par les années de guerre froide au sein du KGB. C'est là qu'il a appris la patience, l'art de la dissimulation et l'analyse méticuleuse des faiblesses de l'adversaire. Sa vision du monde n'est pas celle d'un diplomate, mais celle d'un espion. Un échiquier géant où chaque nation est une pièce et chaque mouvement une manœuvre dans un jeu à somme nulle. Il ne cherche pas le gagnant-gagnant, il cherche à gagner. Cette mentalité est complétée par sa passion pour le judo, dont il tire un principe fondamental: utiliser la force et l'élan de l'adversaire pour le faire chuter. Sur la scène internationale, Poutine n'affronte que rarement ses rivaux de front. Il préfère les manœuvres indirectes, les poussant à l'erreur, exploitant leurs divisions internes et retournant leurs propres principes, comme la liberté d'expression, contre eux. Cette méthode, Poutine l'a perfectionnée au fil des ans, la transformant en une doctrine de guerre hybride ou asymétrique. L'annexion de la Crimée en 2014 en fut la démonstration la plus éclatante. Sans déclaration de guerre officielle, des petits hommes verts, des soldats russes, sans un signe, ont pris le contrôle de la péninsule en quelques jours, créant une situation de fait accompli avant que l'Occident n'ait eu le temps de réagir. Simultanément, une campagne de désinformation massive a inondé l'espace médiatique, présentant l'opération comme une intervention humanitaire pour protéger les populations russophones. Un an plus tard, en Syrie, Poutine a de nouveau pris le monde par surprise. Alors que les États-Unis et leurs alliés hésitaient, il a lancé une intervention militaire éclair pour sauver le régime de Bachar el-Assad, sécurisant au passage la base navale de Tartous, son unique accès en eau chaude en Méditerranée. Il s'est ainsi imposé comme un acteur incontournable au Moyen-Orient, marginalisant l'influence occidentale. Parallèlement, il a systématisé l'utilisation de l'énergie comme une arme diplomatique. En contrôlant les robinets du gaz via des géants d'État comme Gazprom, il a créé une dépendance stratégique en Europe, notamment en Allemagne, utilisant la menace de coupure en plein hiver pour exercer des pressions politiques et freiner les sanctions. Chaque pipeline est devenu un levier, chaque contrat une chaîne. En 2025, la guerre en Ukraine, déclenchée 3 ans plus tôt, a muté. L'échec de l'offensive initiale sur Kiev a forcé Poutine à changer de stratégie. La guerre éclair s'est transformée en une guerre d'usure brutale, une saignée humaine et matérielle des deux côtés. Mais pour Poutine, le temps joue en sa faveur. Il a placé l'économie russe sur un pied de guerre, convaincu que les démocraties occidentales, qu'il juge décadentes et impatientes, se lasseront les premières. Sa stratégie repose sur la fracturation de l'unité de l'OTAN. Il attend les cycles électoraux, espérant l'arrivée au pouvoir de dirigeants plus conciliants ou isolationnistes. Il cible les infrastructures énergétiques de l'Ukraine à l'approche de l'hiver, non seulement pour briser le moral des Ukrainiens, mais aussi pour créer de nouvelles vagues de réfugiés et déstabiliser l'Europe. Face à l'OTAN, Poutine ne recule pas. Au contraire, il utilise la confrontation pour consolider son pouvoir en interne, présentant le conflit non pas comme une agression contre l'Ukraine, mais comme une guerre existentielle et défensive contre l'expansionnisme de l'Alliance Atlantique. Chaque nouvelle livraison d'armes occidentales à Kiev est instrumentalisée par sa propagande pour valider ce récit d'une Russie assiégée. Isolée et sanctionnée par l'Occident, Poutine a méthodiquement tissé ce que l'on pourrait appeler l'axe des révisionnistes. Il renforce ses liens avec les pays qui partagent son ressentiment envers l'ordre mondial dominé par les États-Unis. La Chine est la pièce maîtresse de cette contre-alliance. Le partenariat sans limite déclaré avec Xi Jinping est devenu la bouée de sauvetage économique de la Russie.
Pékin absorbe le pétrole et le gaz russe à prix réduit, fournissant en retour des technologies, des composants électroniques et une couverture diplomatique cruciale aux Nations Unies. C'est une alliance de convenance où la Russie, devenue partenaire junior, apporte sa puissance militaire et son expérience de la confrontation directe, tandis que la Chine apporte sa puissance économique et technologique. À cet axe s'ajoutent des partenaires de circonstance. L'Iran, lui-même sous sanctions, est devenu un fournisseur clé de drones de combat, comme les Shahed, qui terrorisent les villes ukrainiennes. Plus surprenant encore, Poutine s'est tourné vers la Corée du Nord, l'un des États les plus isolés au monde, pour obtenir des millions d'obus d'artillerie et de roquettes, essentiels pour soutenir l'intensité du conflit en Ukraine. En échange, Moscou fournirait à Pyongyang de la nourriture, du carburant et, plus inquiétant encore, des technologies sensibles pour ses programmes de missiles et de satellites. Mais au-delà de ces alliances tactiques, se dessine un plan secret, un projet stratégique à plus long terme, le contrôle du Heartland eurasiatique. Reprenant les vieilles théories géopolitiques, Poutine sait que celui qui contrôle l'Asie centrale, ce carrefour de civilisation et de ressources, dispose d'un avantage décisif. Son objectif est de solidifier la sphère d'influence post-soviétique et d'en faire le socle d'une grande alliance anti-OTAN. Pour ce faire, il utilise plusieurs outils. L'Organisation du Traité de Sécurité Collective, OTSC, est présentée comme le pendant militaire de l'OTAN, justifiant la présence de bases russes dans la région. Il joue sur les liens historiques, la langue russe encore très présente, et la dépendance économique de ces pays envers Moscou. Cependant, ce plan se heurte à des obstacles majeurs. La Chine, avec son projet des nouvelles routes de la soie, est devenue un concurrent économique redoutable dans la région, grignotant l'influence russe. De plus, les nations d'Asie centrale elles-mêmes, comme le Kazakhstan, cherchent à mener une politique étrangère plus équilibrée, refusant d'être de simples vassaux du Kremlin. Le plan de Poutine est donc de transformer cette région en une forteresse économique et militaire, un bloc continental capable de résister aux pressions occidentales et de projeter sa puissance vers le sud et l'est. Enfin, le dernier volet de sa stratégie est le plus insidieux, l'intensification de la guerre hybride permanente. Pour Poutine, le conflit ne s'arrête jamais, il se déroule simplement sur d'autres fronts. Les cyberattaques, menées par des groupes de hackers affiliés aux services de renseignement russes, comme le GRU ou le FSB, ne sont plus sporadiques. Elles sont devenues systémiques, visant les infrastructures critiques des pays de l'OTAN. Réseaux électriques, systèmes bancaires, hôpitaux, processus électoraux. L'objectif n'est pas toujours de détruire, mais de créer le chaos, de saper la confiance des citoyens dans leur gouvernement et de démontrer la vulnérabilité des sociétés ouvertes. La désinformation est son artillerie numérique. Des usines à trolls, comme la tristement célèbre Internet Research Agency, travaillent 24 heures sur 24 pour inonder les réseaux sociaux de faux récits, amplifier les théories du complot et attiser les divisions politiques en Occident sur des sujets comme l'immigration, les vaccins ou les questions sociétales. Enfin, l'infiltration et l'action directe restent des outils privilégiés. Cela va du financement occulte de partis politiques extrémistes en Europe pour affaiblir l'Union européenne, aux opérations d'espionnage classiques, en passant par des actes plus audacieux, comme les tentatives d'assassinat sur le sol étranger, à l'image de l'empoisonnement de Sergei Skripal au Royaume-Uni. Chaque action, qu'elle soit militaire, économique, diplomatique ou clandestine, fait partie d'un seul et même plan. Un plan conçu par un maître espion pour remodeler l'ordre mondial à son avantage, quel qu'en soit le prix. Nous sommes au bord du précipice. Si le plan que nous avons détaillé se concrétise, les secousses ne se limiteront pas à une région ou à un secteur. C'est l'architecture même de notre monde qui risque de s'effondrer. Les conséquences, à la fois immédiates et lointaines, seraient cataclysmiques. Imaginons le premier jour, les marchés financiers mondiaux ouvriraient sur une mer de rouge. La panique s'emparerait des places de New York à Tokyo, en passant par Londres et Francfort. Mais ce ne serait que le début. L'arme énergétique, que Poutine a maintes fois brandie, serait utilisée avec une force dévastatrice. Une coupure totale et prolongée du gaz et du pétrole russe vers l'Europe ne provoquerait pas seulement une crise énergétique, mais un effondrement industriel en chaîne. Des usines fermeraient, le chômage exploserait et l'inflation, déjà galopante, atteindrait des niveaux stratosphériques, pulvérisant le pouvoir d'achat des citoyens. La crise alimentaire suivrait de près. Le contrôle des exportations de céréales et d'engrais par la Russie et ses alliés créerait des famines dans les pays les plus vulnérables, provoquant des vagues migratoires massives et une instabilité sociale mondiale. Face à cela, les sanctions occidentales, aussi sévères soient-elles,
semblerait dérisoire. La Russie, préparée de longue date à ce scénario, activerait ses réseaux parallèles. Le pivot vers l'Asie s'accélérerait avec la Chine comme partenaire économique et financier de premier ordre. Le système SWIFT serait contourné par des alternatives comme le SPFS russe ou le CEIPS chinois, accélérant la dédollarisation de l'économie mondiale. Le rouble, adossé aux ressources naturelles, pourrait même devenir une monnaie de refuge pour les pays cherchant à échapper à l'hégémonie du dollar. C'est une guerre économique totale, une guerre d'usure, où chaque camp parie sur l'effondrement de l'autre. Sur le plan géopolitique, le séisme serait tout aussi violent. L'OTAN serait confrontée à son plus grand défi depuis la guerre froide. La question de l'article 5, la clause de défense collective, serait sur toutes les lèvres. Toute agression, même hybride, contre un pays membre pourrait déclencher un conflit direct entre puissances nucléaires, un scénario que le monde a évité pendant plus de 70 ans. L'Union européenne, déjà fragilisée par des divisions internes, risquerait l'implosion. Les pays de l'Est, en première ligne, exigeraient une fermeté absolue, tandis que d'autres, plus dépendants économiquement, pourraient être tentés par la voie de la négociation, voire de la compromission. Cette fissure serait exploitée sans pitié par le Kremlin. Pendant ce temps, un nouvel axe se consoliderait ostensiblement. Moscou, Pékin, Téhéran, Pyongyang. Une coalition de régimes autoritaires unis par leur rejet de l'ordre libéral occidental. La Chine, observant attentivement, pourrait y voir une opportunité historique pour régler la question de Taïwan, pariant sur une Amérique dépassée par les événements et incapable de se battre sur deux fronts. Le Sud global, de l'Afrique à l'Amérique latine, deviendrait le principal champ de bataille diplomatique. Poutine y déploierait un discours anticolonial, se présentant comme le champion d'un monde multipolaire plus juste, loin de la dictature occidentale. Les vieilles alliances seraient brisées, de nouvelles se formeraient dans l'ombre, redessinant la carte du pouvoir mondial pour les décennies à venir. Pour comprendre l'audace d'un tel plan, il faut plonger dans l'esprit de son architecte. Vladimir Poutine n'est pas un simple politicien. Il est le produit de ses expériences, un homme façonné par l'effondrement de l'URSS, qu'il a qualifié de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, et par ses années au sein du KGB. C'est là qu'il a appris la discipline, la dissimulation et l'art de la maskirovka, la tromperie militaire et stratégique. Il ne pense pas en termes de cycles électoraux de 4 ans, mais en termes de décennies, voire de siècles. Sa vision est celle d'une Russie éternelle, une civilisation à part entière qui doit retrouver sa place au sommet. Son approche du pouvoir est souvent comparée au judo, un art martial qu'il pratique depuis sa jeunesse. Le principe n'est pas d'opposer la force à la force, mais d'utiliser le poids et l'élan de l'adversaire pour le faire chuter. Il identifie les faiblesses de l'Occident, ses divisions, sa lenteur bureaucratique, sa prétendue décadence morale, et les exploite avec une précision chirurgicale. L'imprévisibilité est son arme maîtresse. En maintenant ses adversaires dans le doute constant, il les paralyse, les forçant à réagir plutôt qu'à agir. Chaque crise, de la Tchétchénie à la Syrie, en passant par la Géorgie et la Crimée, a été une répétition, un test pour mesurer les réactions de l'Occident. Il a appris, il s'est adapté, et il a conclu que l'appétit pour le risque et le sacrifice était bien plus grand de son côté. Ce plan secret, aussi spectaculaire soit-il, n'est probablement qu'une étape, un mouvement dans une partie d'échecs bien plus vaste. Quel est le but final ? Le projet plus vaste de Poutine semble être la destruction de l'ordre mondial post-guerre froide, dominé par les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de restaurer une sphère d'influence sur l'ancien espace soviétique, mais de bâtir une alternative civilisationnelle. C'est la vision d'un monde multipolaire, où plusieurs grands blocs de pouvoir, un bloc euro-asiatique mené par la Russie et la Chine, un bloc américain, peut-être un bloc européen autonome, se feraient contrepoids. Dans ce nouvel ordre, les valeurs ne seraient plus universelles, mais relatives à chaque civilisation. Poutine se positionne comme le défenseur des valeurs traditionnelles. La foi, la famille, la patrie, contre ce qu'il dépeint comme le progressisme libéral et décadent de l'Occident. Ce discours trouve un écho puissant, non seulement en Russie, mais aussi auprès de nombreux mouvements conservateurs et nationalistes en Europe et ailleurs. Il s'agit d'une guerre idéologique, une tentative de créer une internationale conservatrice pour contrer l'influence des démocraties libérales. Le but ultime est de garantir la survie et la souveraineté de la Russie face à ce qu'il perçoit comme une tentative d'encerclement et de démantèlement par l'Occident. Pour lui, c'est une lutte existentielle, et dans une telle lutte, tous les moyens sont justifiés. Alors,
Comment l'histoire jugera-t-elle Vladimir Poutine? S'il réussit, il pourrait entrer dans le panthéon russe aux côtés de Pierre le Grand ou de Catherine II, comme le dirigeant qui a restauré la grandeur de la Russie, qui a tenu tête à l'Occident et qui a façonné un nouvel ordre mondial. Il serait le tsar du XXIe siècle, le rassembleur des terres russes. Mais si son plan échoue, le verdict sera brutal. Il restera comme l'homme qui, par orgueil et par une lecture erronée du monde, a conduit son pays à la ruine. Un dirigeant qui a sacrifié le bien-être et l'avenir de son peuple sur l'autel d'une ambition impériale dépassée. Il aurait transformé la Russie en un paria international, économiquement exsangue, technologiquement à la traîne et démographiquement en déclin. Son héritage serait celui de l'isolement, de la répression interne et d'une guerre fratricide qui aurait laissé des cicatrices pour des générations. Le destin de Poutine et celui de la Russie sont désormais inextricablement liés. Le succès de son projet pourrait signifier la fin du monde tel que nous le connaissons, mais son échec pourrait bien signifier la fin de la Russie elle-même, du moins sous sa forme actuelle. Le voile n'est que partiellement levé sur cette stratégie aux ramifications vertigineuses. Entre coups de poker et plans mûrement réfléchis, la frontière est mince. Poutine a-t-il correctement évalué ses forces et les faiblesses de ses adversaires? Ou a-t-il commis l'erreur fatale de l'autocrate, isolé dans sa tour d'ivoire et sourd aux avertissements? L'avenir du XXIe siècle se joue peut-être maintenant, dans le secret des chancelleries et sur des champs de bataille encore silencieux. Et vous, que pensez-vous de ce grand dessein? S'agit-il d'un coup de maître stratégique ou d'une folie destructrice? Partagez vos analyses dans les commentaires. Pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les grands enjeux de notre temps, abonnez-vous et activez les notifications.